RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le haut-commissaire. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour Madame Noir. Merci d'accepter cette invitation alors que nous sommes à 38 jours du référendum du 4 octobre. Alors est-ce que les délais sont tenus pour l'organisation? Est-ce que vous en êtes toute votre feuille de route? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, comme vous dites, il reste 38 jours d'ici au scrutin. Nous sommes jusqu'au dernier jour et naturellement le 4 octobre pleinement mobilisés pour l'organisation de ce scrutin évidemment essentiel pour la vie de la Nouvelle-Calédonie. Donc d'ici au scrutin, il nous reste encore des modifications de liste électorale à intégrer pour les jeunes qui vont devenir majeurs entre la date qui était initialement prévue et puis celle du 4 octobre. Il nous reste naturellement à vérifier avec l'ensemble des mairies que tout sera prêt le jour venu. Il nous reste à acheminer dans les mairies les bulletins de vote et les enveloppes correspondantes. Donc jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier jour, c'est une mobilisation pleine et entière. Il nous reste à faire arriver tous les moyens qui arrivent de l'extérieur, faciliter le travail de la commission de contrôle qui est déjà à l'œuvre, mais qui va venir ici en Nouvelle-Calédonie au mois de septembre. Donc non, il nous reste du pain sur la planche, même si évidemment, heureusement, beaucoup de choses sont déjà prêtes. Alors vous parliez rapidement de la liste électorale spéciale pour la consultation. Vous avez rendu public le chiffre de 180 640 électeurs inscrits pour l'instant. Il n'y a pas eu de difficulté particulière cette fois-ci pour l'établissement de la liste, alors qu'on s'attendait éventuellement à quelques problèmes avec la différence d'inscription entre ceux qui étaient inscrits automatiquement et ceux qui devaient faire des démarches volontaires. Finalement, les choses se sont bien passées. Le nombre de contestations portées devant les tribunaux, qui c'est finalement un peu le juge de paix de l'établissement de ces listes, est extrêmement réduit. On est à moins d'une trentaine de contestations, telles que nous, on peut le savoir. 96% des personnes qui figurent sur cette liste sont des gens inscrits d'office. Donc ça donne aussi l'ampleur de cette procédure d'inscription d'office qui est très particulière pour cette liste électorale spéciale. Et puis pour les autres façons d'accéder à la liste, vous évoquiez les inscriptions volontaires pour les natifs qui avaient 3 ans de séjour ici. Donc tous ceux qui ont déposé un dossier et qui avaient évidemment les éléments pour démontrer leurs conditions de résidence ont été inscrits à l'issue des commissions administratives qui ont examiné les dossiers. Tous avaient pu être prévenus de cette démarche qu'ils devaient faire. C'était un peu l'inquiétude qu'il y avait après le comité initiataire. Oui, l'engagement qui avait été pris d'abord de les informer de la possibilité de déposer un dossier, il a été tenu. On a envoyé de très nombreux courriers, à la fois en recommandé, en lettres simples. Il y a quand même eu des campagnes de communication extrêmement importantes. Donc tous ceux qui avaient envie de participer à ce scrutin, tous ceux qui ont déposé un dossier, encore une fois, ont été inscrits sur cette liste électorale, du moment évidemment qui remplissait les conditions de résidence. Alors d'être natif. Parmi les choses qu'il y avait à faire également, c'était le fameux document publié par l'État sur les implications de la consultation, les conséquences du oui et du non. En fait, c'est pratiquement le même document qu'il y a 2 ans. Déjà à l'époque, il avait été très peu lu, très peu distribué, mais en plus, ceux qui l'avaient lu l'avaient trouvé un peu succinct. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été retravaillé davantage? On avait dit que les différents groupes politiques devaient y participer. D'abord, vous avez pointé à juste titre sans doute une des carences fortes du document en 2018, c'est qu'il a finalement été extrêmement peu diffusé et donc extrêmement peu lu. Et donc nous organisons pour répondre à ce qui avait été pointé par tout le monde comme effectivement un point d'amélioration, c'est-à-dire assurer la diffusion d'un document très largement. Et donc nous nous mettons en situation dès la semaine prochaine d'envoyer ce document à l'ensemble des électeurs inscrits. Il n'est pas encore disponible pour le 4 octobre. Il est disponible en ligne, il a été très largement diffusé par les médias, mais il va être adressé personnellement à tous les électeurs inscrits sur la liste électorale. Ensuite, il n'échappera à personne qu'on a eu des délais liés à la crise du Covid qui a à la fois freiné le travail ici, beaucoup mobiliser le gouvernement au niveau national, qu'ensuite mettre sur la table des choses totalement différentes et nouvelles, supposer un dialogue avec les forces politiques pour lequel nous n'avions plus le temps de le faire. Donc le constat qui a été fait, c'est que le document de 2018, il n'avait pas été contesté.
Il faisait état de conséquences du choix oui ou du choix non de manière aussi neutre, aussi impartiale, aussi juridiquement précise qu'il était possible. Et donc, plutôt que de rouvrir une nouvelle séquence, il a été jugé préférable de repartir de ce document de 2018, de l'actualiser bien entendu, mais de rester sur ce document qui était encore une fois non contesté et qui permet, pour ceux qui prendront le temps de le lire, il fait 2 pages recto verso, eh bien, de se faire une idée quand même assez précise de ce que seraient les implications du oui ou du non. Alors, il fait que 2 pages. Hein. Évidemment, on va pas rentrer dans les détails. Ce n'est ni le but, ni l'objectif ce matin. Mais il y a des questions qui se posent notamment sur les relations financières entre la France et la Nouvelle-Calédonie en cas de oui. Vous savez que ça alimente aussi la campagne référendaire. Quand on dit que les relations seraient établies dans le cadre de politiques publiques d'aide au développement, ça veut dire quoi? Comment est-ce informer davantage les Calédoniens sur les conséquences financières d'une éventuelle victoire du oui? Bon, je pense que dans ce document, il y a beaucoup de sujets qui méritent d'être regardés, d'être lus. C'est un texte qui est volontairement court parce que justement, il dit le droit et il précise de la manière la plus impartiale possible ce que seraient les implications du oui et du non. Si c'est cette rédaction-là qui a été retenue, c'est pas pour ensuite qu'il y ait des commentaires ou une interprétation de la part des services de l'État. Donc moi, j'invite déjà chacune et chacun à le lire, à voir tous les thèmes qui sont évoqués, vous en évoquez un, il y en a d'autres, et à se faire une idée à partir de ce document dont chaque mot a été pesé. Et l'État ne donnera pas davantage d'explications, de réponses, au-delà de ce document qui a été écrit. Chaque mot en a été pesé, ça n'est pas pour qu'ensuite il y ait une forme de sous-titrage ou de commentaire. Cette neutralité, cette impartialité, ça reste un vrai choix, même si c'est souvent reproché à l'État depuis le début du processus d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut distinguer, le ministre l'a bien rappelé, l'État impartial, c'est pas l'État en retrait, je reprends son expression. Nous sommes maintenant, vous l'avez dit, à moins de 40 jours du référendum. La responsabilité majeure de l'État maintenant, c'est que cette échéance se déroule dans des conditions d'organisation, de sécurité, de liberté de choix, qui soient inattaquables et qui ne fassent pas l'objet de contestation. Donc c'est ça notre mobilisation. Ensuite, en fonction du résultat, le ministre, d'ailleurs, Monsieur Lecornu l'a indiqué, il y aura un comité des signataires, il y aura un dialogue qu'il faudra, bien entendu, mettre en place avec l'ensemble des forces politiques. C'est d'ailleurs la conclusion du document dont nous venons de parler. Donc, il y a un temps pour chaque moment, si je puis dire. Là, nous sommes maintenant dans un temps de campagne. Vous venez de le rappeler dans le journal qui a précédé notre interview, notre intervention. Vous venez de le rappeler, c'est le temps de la campagne, et pour l'État, c'est le temps de la sécurisation de l'organisation du scrutin. Alors justement, parmi les dispositifs spécifiques, les fameux bureaux de vote délocalisés pour les habitants des communes insulaires qui veulent voter à Nouméa. On attend encore l'avis du Conseil d'État sur l'éventuelle ouverture d'une période d'option supplémentaire. Le Conseil d'État rend son avis sur le projet de texte du gouvernement ce jeudi, avec les horaires parisiens. Et donc, en fonction de cet avis, le texte pourrait sortir là dans les 24 ou 48 heures au journal officiel et permettre donc l'ouverture d'une nouvelle période d'option. Il ne s'agit pas de nouvelles inscriptions sur la liste électorale, il s'agit d'opter un lieu de vote de lundi prochain, du lundi 31 au samedi 5 septembre prochain, avec des horaires d'ouverture des services qui seront adaptés. Alors, autre disposition, la commission de contrôle, elle existait déjà en 2018, elle est reconduite. Son rôle exactement, c'est vraiment de veiller à ce que tout se passe bien, quoi. Elle est composée de magistrats, nommés par le vice-président du Conseil d'État ou le premier président de la Cour de cassation, donc magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Et son rôle, c'est vraiment de vérifier les conditions d'organisation du référendum, de vérifier l'utilisation de la façon dont les documents de campagne officiels sont réalisés, s'ils respectent bien le code électoral dans toutes ses dimensions applicables pour ce scrutin. C'est vraiment de veiller à la bonne tenue du scrutin et de le faire de manière indépendante. Ce sont des magistrats qui composent, les 5 magistrats qui composent cette commission, ils sont parfaitement indépendants des services de l'État. Et donc, nous sommes déjà à pied d'œuvre avec eux, et en particulier avec le président de cette commission, Francis Lamy, qui était déjà là en 2018. Et qui est déjà arrivé.
Non, qui est toujours en métropole et qui arrivera mi-septembre en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a 260 délégués de la commission de contrôle qui doivent également arriver. Il y a les observateurs de l'ONU, éventuellement des observateurs du Forum des îles du Pacifique également. Est-ce que c'est prudent de faire venir tous ces gens-là en pleine pandémie ? Ce qui compte, c'est que d'abord viennent ceux qui ont besoin de venir. Et donc, vous en avez rappelé certains. Il y a également des renforts en force de l'ordre pour assurer la sécurité avant, pendant et après le scrutin. Et il faut que nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie aient la certitude que toutes ces personnes qui viennent soient traitées à leur arrivée comme n'importe quel arrivant en Nouvelle-Calédonie, puisque ici nous sommes, on entendait le Premier ministre parler des dérogations et du port du masque. Nous ici nous vivons avec l'absence de Covid en Nouvelle-Calédonie, donc il faut absolument préserver cette situation. Donc tous ceux qui vont arriver, ils auront les mêmes conditions que tous les entrants en Calédonie, un test avant de partir, 14 jours en hôtel ou en casernement et un test avant de pouvoir quitter leur lieu de quatorzaine. Et c'est comme ça que nos concitoyens peuvent être assurés que toutes ces personnes qui se déploient pour garantir la sincérité du vote, eh bien, le font dans de bonnes conditions de protection sanitaire. Sans risque sanitaire, parce que quand on voit ce qui se passe dans la région où le Covid ressurgit, quand oui, on mais dans des Polynésie, conditions de sécurité sanitaire et de conditions d'accès des territoires auxquels vous faites allusion, y compris nos amis en Polynésie. Nous sommes avec un régime très particulier, très strict, de quatorzaine avec des tests avant et après. Et ce régime, il va être appliqué à tous les arrivants. Les forces de l'ordre qui sont prévues, pareil, il y a du renfort, ils sont déjà là, ils vont arriver. Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier ? Et est-ce qu'on a tiré les enseignements peut-être des besoins nés du qu'on avait pu constater lors du premier référendum ? Oui, bien entendu. Avec les policiers et les gendarmes, nous travaillons depuis plusieurs semaines, voire pour certains plusieurs mois, pour préparer cette échéance, instruit par la façon dont ça s'était déroulé en 2018. Donc il y a des renforts qui vont arriver, ils ne sont pas encore là, ils vont arriver à temps pour faire leur quatorzaine. Tout ça est planifié aussi en étroite liaison avec le gouvernement de Calédonie pour les problèmes d'avion et de chambres d'hôtel, si je puis dire. Et donc, nous sommes évidemment pleinement engagés pour assurer la sécurité du scrutin le jour venu. 1200 policiers et gendarmes au moins déployés le 4 octobre. Et un dispositif qui va coller au plus près des différents lieux de vote, pour garantir, si c'était nécessaire, une intervention rapide et en tout état de cause, un vote en sécurité pour tous nos concitoyens. Vous-même, les représentants de l'État vont avoir une période de réserve, on imagine, avant le scrutin. À partir de quand ça commence ? Elle commence un mois avant, c'est-à-dire le 7 septembre, ça approche. Et maintenant, à un mois, on disait 38 jours du scrutin, vous êtes confiant globalement pour le déroulement de cette consultation ? Vous avez le sentiment que tout aura été fait pour que les choses se passent bien ? Oui, j'allais dire heureusement, parce que au stade où on en est, il vaut mieux avoir cette certitude. Après, chacun sait que, bien entendu, c'est justement ce qui n'était pas prévu qui va se produire. On n'avait pas prévu la crise du Covid, ses impacts sur les délais, sur le report d'un mois du scrutin. Donc, il faut aussi avoir une réponse faite un peu d'humilité. Mais tout ce que nous pouvons prévoir, tout ce qui est prévisible, est en train de se mettre en place ou est déjà mis en place. Et donc, c'est effectivement avec en tout cas le sentiment d'un devoir qui s'accomplit qu'on se prépare à cette échéance du 4 octobre. Ces comités des signataires, il devait y avoir, comme c'est dans l'air après, de toute façon, quel que soit le résultat après le référendum, ce serait de façon virtuelle, ce serait par visioconférence, on n'a pas encore, en raison toujours de cette crise de Covid ? Non, on n'a pas encore de réponse à la question que vous évoquez. Je crois que quand même qu'à un moment donné, le présentiel est important. Il y a nécessité de nouer des liens, d'avoir un contact assez direct quand même entre les différents acteurs du dossier à Paris. Alors évidemment ici on se connaît tous, mais avec les interlocuteurs parisiens dont beaucoup ont changé dans les semaines qui viennent de passer. Donc je pense que autant qu'il sera possible de le faire, les réunions se feront en présence des uns et des autres, peut-être dans un format plus réduit, puisque évidemment, si on doit sortir de Nouvelle-Calédonie, il faudra ensuite pouvoir y revenir. Donc, mais bon, tout ça, on le verra dans les semaines qui viennent, en lien avec le ministre des Outre-mer. Je pense que lui, son souhait, évidemment, c'est d'avoir un contact très direct. Il l'a dit, il a répété à ses interlocuteurs et à moi-même, c'est d'avoir un contact très direct, très personnel avec l'ensemble des interlocuteurs ici en Nouvelle-Calédonie. Mais il n'envisage pas pour l'instant de venir sur le territoire. Les conditions ne le permettent pas.
Ah, ça, je peux vous dire qu'il a effectivement très envie de venir à la rencontre des Calédoniens et de leurs représentants ici. Voilà, maintenant, évidemment, il prendra en compte le contexte, mais ça, il l'a déjà dit à tous ceux qu'il a pu contacter, il l'a dit dans les colonnes de certains de vos confrères, il me l'a dit à moi, dès qu'il le pourra, il viendra. Monsieur le commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous, Madame Noire.